Ce sont 4 personnalités qui ont eu des parcours très différents, mais avec des similitudes, vous verrez. Des parcours difficiles, des parcours de résilience, comme on dit maintenant, des parcours heurtés, mais toujours une force de vie, une détermination, un mental, comme disent les sportifs, à toute épreuve. Et ils vont nous parler de cette expérience. Vous allez pouvoir leur poser vos questions. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Je leur demande de me rejoindre dans un instant. Il est chef cuisinier. Il a gagné le Bocuse d'Or 2025. Il est guide de haute montagne, photographe, cinéaste. Il est ancien rugbyman, il est conférencier, il est coach mental et enfin, il est président de la Fondation Résilience. Merci d'applaudir Paul Marcon, Mathis Dumas, Raphaël Poulain et Geoffroy Audic. Bonjour à tous les 4. Est-ce que tout le monde a son micro ? Non ? Alors, il y en a un en plus que vous allez pouvoir vous passer. Mais qu'est-ce que ça chuchote comme ça ? Je comprends, moi aussi, ça m'impressionne. Voilà, parce que c'est des parcours de très, très haut niveau. De très haut niveau mental, voilà, notamment. Beaucoup de détermination, beaucoup de force et beaucoup de résilience dans ces 4 parcours. Merci à tous les 4 d'être avec nous cet après-midi à Lyon. On est très, très heureux. Je suis très heureuse et fière de vous recevoir. Paul Marcon, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qu'un Bocuse d'Or d'abord alors ? Qu'est-ce que ça récompense ? Il faut déjà l'expliquer un petit peu parce que c'est pas forcément connu de tous. Le Bocuse d'Or, finalement, je l'ai ramené pour en parler un peu mieux. C'est finalement notre Coupe du Monde des cuisiniers. C'est la plus grande compétition de cuisine au monde, la plus reconnue, la plus difficile. Et c'est parlant quand on voit ça, quand on a l'image de la Coupe du Monde de football, c'est la même taille pour l'anecdote. Voilà, donc c'est surtout 2 ans de travail derrière, puisque des processus de sélection française, sélection européenne, finale mondiale, et à chaque fois beaucoup de remises en question et beaucoup de travail forcément. Beaucoup de travail, on sait que la cuisine est un métier extrêmement difficile, très exigeant. Quel est votre parcours ? Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui se passionnent pour la cuisine ou la pâtisserie dans la salle ? Oui, là-bas, oui. Non, mais en amatrice ? Non, je veux dire des gens qui vraiment ont des velléités de faire ça à un niveau élevé, ou le font à un niveau élevé déjà, non ? Mais tout le monde aime manger, et tout le monde aime bien manger. Alors, c'est quoi votre parcours ? J'ai un parcours assez classique. Finalement, j'ai fait l'école hôtelière à Thonon-les-Bains, bac technologique, BTS, pendant 5 ans. Et puis après, j'ai travaillé, c'est un peu le parcours en cuisine, c'est toujours un petit peu pareil. On se forme à droite, à gauche, c'est comme ça que ça marche. J'ai travaillé beaucoup sur Lyon, notamment dans 2 restaurants étoilés. Et puis un peu plus récemment, une expérience de 2 ans en Suède pour aller voir aussi comment ça se passe à l'étranger. Et comment ça se passe à l'étranger ? Une cuisine nordique qui a le vent en poupe. Ça se passe finalement plus ou moins comme chez nous. Après, il y a des différences sur certaines choses, beaucoup plus de modernité. Il y a des points qu'on fait encore nous très bien en France quand même. C'est la base de la cuisine mondiale, c'est quand même la cuisine française. Et des fois, de l'intérieur, on voit que le négatif, on voit que les poussées des autres pays, mais on se rend compte en étant à l'étranger qu'il y a aussi plein de choses qu'on fait bien nous et qu'on ne doit pas perdre. Donc voilà, ce parcours, avant de revenir ensuite en France il y a 2 ans, rentrer dans l'entreprise familiale pour reprendre l'entreprise petit à petit, et puis cette aventure de Bocuse d'Or tout de suite dans la foulée. J'entendais l'écrivain Amélie Nothomb, qui a toujours beaucoup de succès, qui publie un livre par an. On lui parlait du talent, etc. Et elle disait, pas plus tard qu'hier, le talent, ça n'existe pas. Il y a du travail, etc. Seul existe un désir profond. Elle dit finalement le talent, c'est pas grand-chose. Elle dit en plus, c'est pas définissable. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, de dire que dans votre métier, en fait, ce qu'il faut, c'est une détermination, un désir profond ? Je suis assez d'accord avec ça, oui, parce que, alors effectivement, il y a sans doute à la base un instinct de naissance, peut-être, en tout cas une envie de partager ce genre de métier, ou d'autres d'ailleurs. Mais ensuite, pour moi, tout passe par le travail. Donc, dans notre métier, c'est vrai que c'est très prenant, on le sait. Mais c'est un métier manuel, on apprend sur le tas, on apprend en faisant des erreurs. Et donc on est obligé de travailler pour atteindre le plus haut sommet possible, de travailler d'autant plus que les autres.
Bonne transition. Quels ont été les moments les plus difficiles? Est-ce qu'il y a des moments où... parce qu'on est là aussi pour ça, il y a beaucoup de jeunes gens dans la salle, pour transmettre. On voit toujours le bon côté des choses. Vous avez tous eu des parcours formidables, des grandes réussites, malgré des moments très douloureux parfois pour certains, parce que je pense qu'il n'y a pas de très grande réussite sans doute, sans souffrance, sans difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre là? Quels sont les moments où, qui ont été les plus difficiles peut-être? Des anecdotes, il y en a plein. Moi, pour ma part, ça fait 13 ans que je fais des concours. La finale du Bocuse d'Or était mon 16e, donc forcément, je ne les ai pas tous remportés. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi en cours de route. Et finalement, c'est les échecs qui font presque plus grandir que les victoires, parce que quand on gagne, tout le monde applaudit, tout le monde dit bravo. Et quand on perd, tout le monde vient nous dire « tu aurais dû faire comme ça ». Donc toujours facile à dire d'ailleurs. Ouais. Toujours facile à dire, oui. Donc finalement, les échecs font plus grandir que les victoires, mais il faut en passer par là aussi. Je pense que l'anecdote la plus marquante du moment difficile, ça a été juste avant la finale, là, au mois de janvier. On était 2 dans l'équipe sur ce genre de concours, on est avec une commis, et on lui a trouvé 2 semaines avant la finale une thrombose veineuse à l'épaule. Pour ceux qui ont suivi le parcours de Victor Wembanyama et sa blessure, c'est exactement la même chose. Donc elle ne pouvait plus se servir de sa main à 2 semaines de la finale du concours. Pour un métier comme la cuisine, c'est un petit peu difficile. On a eu la chance d'être bien entouré avec une équipe de médecins qui ont trouvé des rendez-vous très rapides et on a pu mettre des protocoles en place pour qu'elle puisse tenir sa place. Aujourd'hui, elle reprend tout juste le travail là au mois de septembre. Donc c'est dire qu'on n'est vraiment pas passé loin de ne pas pouvoir participer, tout simplement. Mais là, ce qui fait la différence, et on va en parler avec nos 3 autres invités aussi, qu'est-ce qui fait la différence? C'est là, c'est le mental? C'est toute l'équipe. Alors le mental, moi oui, bien sûr, j'ai encaissé le choc de la nouvelle sur le moment. On pensait vraiment qu'elle ne serait pas là. Et en même temps, tout de suite réagir. Et toute l'équipe qui était autour de moi, on était entre 8 et 10 personnes au quotidien pendant 5 mois pour préparer cette finale. Et c'est aussi cette force du collectif qui fait que tout le monde s'est soudé, chacun s'est occupé en fonction de ses forces, s'est occupé d'elle autant qu'il pouvait. S'est occupé de moi aussi pour me rassurer parce que finalement l'équipe autour travaille pour nous, mais celui qui est au cœur de la compétition, c'est quand même moi. Et c'était mon projet, c'est moi qui ai emmené tout le monde avec moi, donc on ne pouvait pas lâcher en tout cas. Donc on a essayé toutes les options possibles. On avait une deuxième personne qui pouvait pallier, mais qui n'avait pas l'expérience qu'elle avait. Voilà, donc c'est vraiment ce soutien collectif qui a fait la différence. On sait que la cuisine, c'est un métier d'exigence, d'engagement. On n'a pas d'horaire, voilà, même si vous êtes jeune encore. On vous pose la question, Paul, quel lien entre votre vie personnelle et votre vie sociale, votre vie professionnelle, et la place de premier? Alors c'est toujours un peu difficile, effectivement, dans nos métiers. Madame est là. On a la chance de partager le même métier, enfin elle est en salle, donc c'est ce qui fait que ça marche aussi, qu'on a plus ou moins les mêmes horaires et en tout cas les mêmes jours. C'est vrai que dans une aventure comme ça, forcément on met beaucoup de choses de côté. La famille, les amis, après moi c'est aussi dans mon tempérament de ne pas être forcément toujours dans des rassemblements en amis, mais on perd forcément toujours des personnes en cours de route qui ne comprennent pas pourquoi on en fait autant, pourquoi on se met autant à l'écart. Mais j'ai envie de dire, c'est un choix après à faire, c'est des sacrifices. Est-ce que ce sont vraiment des sacrifices quand c'est une Non, passion? finalement, c'était mon objectif et je savais que c'était le seul moyen d'y arriver. Donc finalement, partant de là, puisque c'est ma volonté, c'est pas un sacrifice, c'est simplement un choix pour arriver au résultat qui est celui-là aujourd'hui. Mais forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps pendant 5-6 mois, 2 ans de préparation quasiment entre toutes les étapes. Et il y a forcément des situations à gérer qui sont plus ou moins évidentes et il faut être bien entouré par notamment la famille proche et qui soit conscient et convaincu du projet. Alors ça, je crois aussi que l'entourage proche joue beaucoup sur le mental, comme on dit, même si quand on est en cuisine ou quand on est au sommet de l'Everest, on n'est plus seul qu'au rez-de-chaussée. Mathis Dumas, vous avez vous aussi un parcours d'une grande maturité. Je dirais, vous êtes ardéchois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Et effectivement, je viens d'Ardèche. Voilà. Et alors, à 14 ans, je crois, vous étiez passionné par la montagne. Vous êtes aujourd'hui guide de haute montagne. Vous êtes photographe, vous êtes cinéaste. À 14 ans, vous avez quitté votre famille pour aller en internat, c'est bien ça?
Déjà, il faut une sacrée maturité, un sacré mental à 14 ans pour faire ça. Ouais, alors à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est surtout que mes parents, ils voulaient vraiment que je fasse quelque chose qui me plaise, trouver un métier passion. Et c'était post-collège, je devais choisir une orientation. Et du coup, je me rappelle, c'était dans l'hiver. Moi, je me dis, j'adore quand on va au ski en famille. On y allait très peu, mais c'était des moments hyper forts. Et je me dis, moi, j'aimerais bien vivre à la montagne. C'est un univers qui me fascine. Et du coup, j'avais trouvé un lycée à Saint-Michel-de-Maurienne, qui était un lycée biqualifiant, où du coup, on préparait des métiers professionnels. C'était bac pro, CAP. Et en même temps, on était libéré une partie de l'année pour faire des stages en montagne. Ouais. Donc il y en a qui c'était vraiment ski alpin, donc pour devenir moniteur de ski. Et moi, j'étais dans la section montagne, où là, du coup, c'était pour préparer à devenir accompagnateur moyenne montagne, moniteur de ski, pisteur secouriste, et avec le guide à long terme. Et moi, pour la petite anecdote, j'avais fait un CAP sur la maintenance des remontées mécaniques, en me disant que... Au moins, vous avez un métier sûr. En fait, je me dis, dans un cas ou comme dans l'autre, je serais sûr d'être en montagne. Soit du côté industriel ou du côté sportif. Je m'étais dit... Mais qu'est-ce qui vous fascinait, comme vous dites, dans la montagne? Pourquoi vous vous sentiez bien quand vous étiez adolescent dans cet univers? Je sais pas trop, je pense que c'était le contexte aussi, peut-être un peu famille, vacances au ski, qui était un bon moment en famille. Je me dis, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est ça. Et je pense que comme tous les jeunes, quand on est en troisième, j'étais un peu en perte de repères, pas trop de sens. À Privas, en Ardèche, je voyais pas trop quel allait être mon avenir. Et je me rappelle mon père qui me disait, non mais là, si tu vas au lycée en section générale, ça va être l'échec, tu vas te retrouver avec tes potes, vous allez faire n'importe quoi, et tu vas te retrouver là, à Privas, bloqué toute ta vie. Et donc je m'étais dit, putain, c'est vrai que ça me paraît pas une belle perspective, et donc il faut que j'arrive à sortir de cet univers-là. Et en fait, le ski, la montagne, ça a été vraiment ma porte, mon échappatoire. Et en fait, après, quand je suis arrivé dans ce lycée, d'arriver sur des choses qui étaient très concrètes, ça m'a... Là où je trouvais que le collège, c'était trop... déjà d'être assis sur une chaise pendant des heures et des heures, à faire des cours, tout ce qui est de plus classique, mais j'avais du mal à comprendre le sens et la finalité de tout ça. Et que alors, tout de suite, en arrivant sur un CAP, quelque chose qui était très manuel, et aussi de faire de la montagne avec des choses qui étaient hyper concrètes. Ça donnait du sens. Ça m'a donné du sens et ça m'a passionné tout de suite. Et puis après, j'avais plus l'impression d'être à l'école, quoi. J'étais en mode, là, en fait, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'apprenais tous les jours et j'avais envie d'en apprendre plus. Et puis après, j'ai continué les études, CAP, bac pro, BTS, licence. Il y en a chez qui ça résonne, ce genre de sentiments face à l'école, l'apprentissage, etc. Oui. Oui, je vois plein de têtes qui font comme ça. Alors, vous avez fait beaucoup parler de vous et vous êtes devenu très célèbre pour un exploit qui nous laisse tous quand même très, très admiratifs, parce que vous avez gravi l'Everest avec Inoxtag. On retrouve, je ne sais pas si beaucoup de gens dans la salle ont vu ce film qui retrace cette ascension extraordinaire et ses difficultés. Pourquoi vous avez accepté ce défi de grimper avec Inoxtag, qui est... ça c'est un exemple aussi, quand on le regarde dans le film, de détermination, de volonté, avec des moments extrêmement difficiles. D'abord, on n'y arrive pas tout de suite, il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs échecs, il y a le Covid sous la tente, on croit qu'on ne va pas s'en sortir. Enfin, il y a eu des moments extrêmement douloureux. Ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous invite à le voir, parce que c'est un film vraiment universel qui dépasse l'amour de la montagne ou la curiosité pour les exploits, parce que c'est très riche d'enseignements et de leçons humaines, en fait, et psychologiques. Racontez-nous un peu cette aventure. On vous l'a demandé 500 fois, mais pourquoi vous avez accepté, comment ça s'est passé et comment vous n'avez pas flanché? Alors, c'était vraiment une opportunité, on va dire, que j'ai saisie. C'est que moi, je connaissais pas Inoxtag au tout début. Je connaissais même pas vraiment l'univers des youtubeurs, parce qu'on a une petite génération de décalage. Et au début, en fait, j'ai pas accepté. Au début, c'était vraiment... moi, j'y croyais pas du tout. Au début, je me suis dit, en vrai, l'Everest, il y a peu de chances qu'un jeune geek qui passe ses journées à faire de l'ordinateur, qui a fait très très peu de sport en étant adolescent, réussisse en moins d'1 an à faire l'Everest. Même en s'entraînant énormément, je me suis dit, à mon œil, il va se blesser, le corps va lâcher.
Et donc je lui ai dit, moi, si on le fait ensemble, ce sera étape par étape. Et donc j'avais construit un peu le plan d'attaque comme un jeu vidéo, parce que lui, c'était vraiment son référentiel. Et donc je lui ai dit, voilà, le niveau 1, c'est de faire un sommet à 4000 mètres. Tant que tu n'as pas fait le niveau 1, tu ne peux pas aller au niveau 2, qui sera de faire le Mont Blanc, puis le Cervin, puis la Madablam. Et donc j'ai construit le projet comme ça, en lui disant, voilà, à chaque fois, tu valides un niveau, et ça te permet d'aller à l'étape d'après. Donc en fait, je ne me suis pas engagé sur le fait d'aller à l'Everest avec lui. Je lui ai dit, on verra jusque là où on va. En plus, vous pensiez peut-être pas y aller, vous êtes dit, on arrive je me suis dit, en vrai, la probabilité était faible. Ouais. Moi, je ne le connaissais pas, la probabilité était quand même faible de réussir. Mais moi, ce qui m'apportait plus, c'était et ce que je fais au quotidien, c'est plus l'expérience qui est intéressant, les rencontres, les moments hyper forts qu'on vit en montagne, le lien de la cordée. Donc c'est pas le résultat. Non, clairement pas. Et ça, c'était clair dès le début avec lui, et même lui était clair avec ça. Je lui ai dit, d'abord, en tout premier, c'était la sécurité. En deuxième, c'était le sommet. En troisième, c'était de faire des images. C'est dans cet ordre-là de priorité qu'on traitait. Mais dès le début, je lui disais, si on ne fait pas le sommet, et même lui était clair avec ça, et il me disait, il ne mettait pas de pression vis-à-vis de ça. Il disait, le sommet, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais ce qui était important, c'était vraiment les rencontres, les démarches. C'était une aventure humaine qui était incroyable. Et lui, il a vraiment évolué et grandi pendant cette année et demie qu'on a vécu ensemble. Il a vraiment complètement... il s'est métamorphosé, quoi. Parce que force de rencontre, force d'aventure en montagne... Et justement, où il est allé chercher ça? Parce que, encore une fois, il faut voir le film pour comprendre, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui nous dépasse, en fait. C'est dans son mental, dans sa psychologie, il y a quelque chose de vraiment hors norme. On se dit même, moi je me suis dit en regardant le film, je me suis dit, non mais il y a autre chose, il est porté par autre chose que sa seule volonté. Qu'est-ce que ça raconte d'un homme ou d'une femme se dépasser, alors qu'il n'est pas obligé, il pouvait rester chez lui tranquille, de faire de relever un tel défi? Non, c'est sûr que même moi, il m'a impressionné énormément parce que il vous motive même à un moment. Ah oui, bien sûr. De toute façon, moi, je suis pas. Et je voulais absolument qu'on garde cette séquence dans le film parce qu'à un moment donné, sur un des sommets, moi, je suis humain, comme tout le monde. On n'est pas des robots. Et il y a des jours où on peut être un peu en dessous. Et ce jour-là, je n'étais pas en super forme. Et du coup, on se motive l'un l'autre. C'est ça aussi la force de la cordée. Et lui, moi, je trouvais que c'était une aventure humaine qui était incroyable. Il m'a apporté autant que je lui ai apporté. C'était vraiment un échange commun. Mais il a une force et une détermination qui est incomparable. Même quand il a annoncé le projet, c'est ça, moi, qui m'a vraiment... même que j'y pense encore hyper souvent, c'est qu'au tout début du projet, même pendant très longtemps, il se faisait critiquer par la France entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un média qui le soutenait dans le projet. Il n'y a personne, on ne trouvait pas de financement. Personne n'y croyait. Et puis boum, d'un coup, ça switch et tu passes du bad buzz au... on a vu ça et dans le sport tellement de fois. Aimé Jacquet en 98, je crois qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui, sinon on lui jetait des pots de bananes et des tomates. Mais même récemment, de toute l'organisation des Jeux, Tony Estanguet, etc., sont des gens qui ont, et puis qui ont transformé l'essai pour faire exactement. Une métaphore. Et puis je trouve que c'était une force aussi, je pense, chez Inoxtag, c'était une force, c'était de... Plus on lui disait qu'il n'allait pas y arriver, plus il avait envie de montrer qu'il allait y arriver. Et donc, presque, il se nourrissait des critiques. C'est-à-dire que, allez-y, critiquez-moi. Et puis, en plus, nous, on se nourrissait des critiques en disant, on veut vraiment surprendre avec quelque chose de bien. Donc, à écouter un peu les critiques, parce qu'on avait à cœur de faire quelque chose de grand et de bien, et de faire passer des messages forts aussi pour la jeune génération. Enfin, en tout cas, pour tous les followers de Inox. Bon, maintenant, ça a dépassé son simple réseau de followers, mais voilà, c'est comme ça que c'est construit. Ça devient universel, en fait. Que tout le monde peut s'en saisir. Exactement. Et puis le message, il est au-delà de la montagne. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas transmettre la montagne. C'est pas ça l'idée. C'était juste de transposer que chacun puisse se surpasser, aller au-delà de ses limites dans son domaine, peu importe que ce soit la cuisine, le rugby ou n'importe quel autre domaine. Et ça, je trouve que c'était une force qui est quand même assez impressionnante. Et je trouve dans notre quotidien, Inox, il arrive vraiment à s'entourer des personnes positives, à écouter les critiques, bien sûr, mais de s'entourer de personnes positives pour aller toujours au-delà, aller au-devant. Parce qu'en fait, sinon, si on écoute tout le temps les autres, si lui, il écoutait... il y a plein de gens qui disaient « Mais mec, tu n'y arriveras jamais à l'Everest, c'est impossible, tu vas mourir, tu vas truc. » Il ne le fait pas. Et au final, il met tout en place
en ayant toujours une logique de se dire ok, je ne vais pas mourir, on y va étape par étape. Si c'est trop dangereux, on fait demi-tour, c'est pas très grave, tac tac, et comme ça, tu arrives à aller à faire des grandes choses, je pense. Une question pour vous, Mathilde Dumas. Comment on conjugue exigence physique de l'alpinisme avec la créativité de la photographie? Parce que vous êtes aussi photographe, réalisateur. Comment on conjugue l'exigence physique de l'alpinisme? C'est pas évident parce qu'il faut être... surtout qu'il y a l'alpinisme, mais il y a aussi... quand on est guide de haute montagne, on fait pas que de l'alpinisme, on fait aussi de l'escalade, on fait du canyoning, on fait du ski, on fait tout un tas de l'escalade sur glace. Donc il y a beaucoup d'activités, donc c'est dur de lutter avec la gravité quand on fait de l'escalade, alors que l'hiver, on passe beaucoup de temps à faire du ski, on a plutôt les jambes qui gonflent un peu, quoi. Et après, la créativité de la photo, moi, j'ai l'impression que ça a été vraiment au début, en tout cas, la façon dont c'est venu, c'est que moi, je voulais documenter ce que je faisais en haute montagne, auprès de mes parents, auprès de mon entourage, parce qu'ils n'avaient pas trop de vision sur ce que je faisais. Et par exemple, j'allais grimper la face nord des Grandes Jorasses, ça leur parlait pas, et après, j'allais faire le Mont Blanc, et ils étaient tout... ému en disant ouais, il a fait le Mont Blanc, c'est incroyable. Alors que je disais mais la face nord des Grandes Jorasses, c'est beaucoup plus incroyable que, c'est comme que dans le Mont Blanc. C'est question de notoriété. Exactement. Et du coup, je voulais documenter pour vraiment raconter ce que je faisais en montagne. Et du coup, je ne me considérais pas du tout comme un artiste de base. C'était vraiment, je documentais ce que je faisais. Puis en fait, c'était surtout que je pouvais aller documenter, comme là à l'Everest, aller faire des images là où très peu de personnes ont la chance d'y aller, ou les capacités d'aller. Et donc, c'est ça qui a fait ma force, en tout cas en photo et en vidéo, c'est de pouvoir documenter des places et des endroits qui étaient inaccessibles et que jamais visités. Ouais. Très peu documentés jusque-là. Et du coup, après, le fait de conjuguer on va dire, la partie physique et créative, déjà, je me trimballe un appareil photo d'1,5 kg dans mon sac à dos. Vous l'avez aujourd'hui, là ? Alors là, aujourd'hui, non. Mais ça m'entraîne forcément, vu qu'on fait la chasse au moindre gramme, et moi, je prenais toujours 1 ou 2 kilos de plus. Donc forcément, physiquement, ça t'oblige à être plus en forme et à être plus rapide. Et en fait, ça développe aussi des capacités de devoir être créatif de manière très en avance, de percevoir les choses, d'aller au-delà, au-devant de « Ah tiens, là, il va y avoir une situation qui est intéressante ». Dans ma tête, j'ai déjà les réglages de l'appareil photo. Ok, tac, tac, je vais anticiper pour prendre les images. Comme là, quand on était à l'Everest, au lever du jour, je me disais, là, je sais que c'est le lever du jour de ma vie. Il faut qu'on fasse les images pour ce docu. Et les caméramans qu'on avait, ils n'avaient pas anticipé qu'il allait faire froid. Enfin, si, ils avaient anticipé qu'il allait faire froid, mais ils n'avaient pas anticipé le moment du lever du jour. Et moi, j'avais déjà pris ma caméra sur moi depuis 1 heure pour la réchauffer, pour être sûr de pouvoir de faire l'image au lever du jour. Au moment... Ouais. Et du coup, ça, c'est toutes des choses qui se font d'anticipation, d'expérience. Et voilà. Et puis, c'est toute ma vie, quoi. Enfin, les 15 dernières années de ma vie, j'ai fait que ça. L'excellence, c'est un mot qui vous dit quelque chose ? Bien sûr. Bien sûr, oui. L'excellence... Alors moi, je suis plutôt dans l'expérience. Mais l'excellence, bien sûr, ça résonne en nous. Moi, j'avais fait des compétitions en escalade sur glace. Donc voilà, on essaye d'exceller dans nos disciplines, dans notre quotidien. On laisse aucune place au hasard. Parce qu'on est déjà... Enfin, moi, en tout cas, je suis déjà dans un environnement qui est très hasardeux. Donc on laisse aucune place au hasard. Et on se doit d'être excellent au quotidien. Paul Marcon, excellence, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? C'est la recherche, pour moi, c'est notre recherche perpétuelle finalement dans notre métier. On essaye tous de tendre vers l'excellence. On n'y arrivera jamais vraiment, ou en tout cas c'est tellement subjectif que tout dépend de la perception de chacun. Mais en tout cas ça fait partie de notre vision du métier et puis de cette recherche dans les concours. Raphaël Poulain, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? L'expérience et l'excellence ? Je pense que l'expérience, quand elle est bien analysée, quand on prend un peu de recul sur ce qu'on vit, ça peut tendre à l'excellence, mais c'est où on place la réussite humaine. Aujourd'hui, la question qu'on peut poser aux jeunes, d'ailleurs bonjour à toutes et à tous, c'est qu'est-ce qu'une réussite humaine ? Voilà, est-ce que c'est l'argent, la gloire, la notoriété ? Alors c'est quoi pour vous, la réussite humaine ? Je rappelle que vous avez été rugbyman, vous allez revenir sur un parcours aussi heurté, difficile,
qui a fait de vous aussi aujourd'hui un conférencier, un coach mental, quelqu'un qui transmet aussi de l'expérience, peut-être de l'excellence, des valeurs en tout cas, et votre propre réflexion. Alors c'est quoi pour vous quelle est votre définition justement de l'excellence humaine en fait? Alors, ce serait peut-être à travers le storytelling qui m'amènera à répondre à la question justement à la fin sur ma deuxième vie en fait qui commence là depuis quelques semaines. On va essayer d'être bref. Voilà, moi, je suis originaire de Picardie, qui n'est pas du tout une terre de rugby. Donc, je découvre le rugby à 7 ans. Je découvre la diversité, la différence. De manière caricaturale, dans le rugby, il y a 2 races. Il y a la race humaine et celle qu'on se met le week-end en 3e mi-temps. Alors, peut-être un peu moins maintenant. Et puis, voilà, je trouve ma place dans le bus. Dans un bus de rugbyman, c'est comme en entreprise, c'est comme dans la vie. Au début du bus, vous avez le manager. Derrière, vous avez l'intendant. C'est celui qui te lave le short sans qui tu joueras à poil. Derrière, il y a les introvertis, c'est ceux qui mettent la tête là où on ne mettrait pas les mains. Et plus vous avancez vers le fond du bus, plus il y a les extravertis. Moi, j'étais titulaire sur la banquette à 5 places au fond du bus, un petit peu le titulaire de la... Comme à l'école, hein, j'étais vraiment au fond de la classe. Et donc voilà, moi je découvre le rugby, je découvre voilà, des amis qui sont devenus des frères au fur et à mesure. Et puis à 18 ans, je fais les détections à Paris, au Stade Français. Le rugby se découvre professionnel en fait à ce moment-là. Expliquez peut-être ce que c'est les détections. Les détections, c'est en général, on les passe à 14-15 ans maintenant dans les centres de formation. Vous avez des détections physiques, des détections techniques, stratégiques aussi. C'est-à-dire qu'on vous repère en fait. On essaie de voir si vous avez la capacité de jouer à un plus haut niveau, c'est ça? Exactement. Et donc moi, je n'avais pas connu de détection avant et j'arrive à 18 ans. J'ai Bernard Laporte comme entraîneur qui me dit avec 100 kilos, tu seras le meilleur. Donc j'ai pris 8 kilos de muscles en un an, sans me doper. Ce qui est complètement bête, vraiment, non pas de ne pas se doper, mais de prendre autant de poids sur 8 mois, parce que c'était ma nouvelle figure tutélaire, donc je voyais à travers lui. Et Christophe Dominici va jouer cette Coupe du Monde magnifique en 99, et je remplace Christophe Dominici à l'aile du Stade Français. Je deviens professionnel à 19 ans, alors que je rêvais d'être motard dans la police. Voilà. Donc en 6 ans, en fait, je vais résumer vraiment ma carrière, où j'ai eu la chance de gagner 3 boucliers de Brennus, donc c'est vraiment le trophée. C'est le Bocuse d'or. C'est le Bocuse d'or du championnat de France de top 14. Et j'ai fait 5 fois les calendriers des dieux du stade, mais ça, c'est pour le paraître. C'est la carapace en fait, que je me suis formé en fait, pour protéger mon enfant intérieur, mais à ce moment-là, j'en sais rien. Et en fait, je fais 100 matchs au Stade Français et je ne joue pas une finale du club. Je me pète toujours, à chaque fois, un muscle, un bras, un genou. Et en 2005, à 25 ans, au moment où tous mes potes sont en ascension sociale, où sortent des études, ont un travail, moi, j'arrête ma carrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait de son corps? Qu'est-ce qu'on fait de ses émotions? Qu'est-ce qu'on fait de son fameux mental de guerrier? Qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité? Et qui croit en nous et en quoi on croit dans le monde d'après quand on revient dans une vie normale, avec une vie extraordinaire, à travers les stades pleins, la vie sociale qu'on se crée avec les potes, le croche-patte à l'entraînement, c'est ce qui manque véritablement. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et surtout, on s'aperçoit, j'imagine, qu'on n'y avait jamais réfléchi avant. Alors moi, je vais pousser le trait bien plus loin, parce que moi, j'avais pris des cours de théâtre au collège, au lycée, donc j'ai décidé de devenir comédien. Sauf qu'avec le gabarit que j'ai, on me proposait que des rôles de videur de boîte ou de brancardier. Donc j'ai bien vu que j'avais pas le bon gabarit en fait pour pouvoir percer. Et pourtant j'ai joué avec Adjani le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1500 en Écosse. Muet, c'était très compliqué pour moi. Et je reviens une année en fait au Racing, en fait en Pro D2. Et cette année-là, je fais 8 déchirures et je rencontre au milieu de cette année Richard Esco, qui est un journaliste de l'équipe et philosophe, et qui me dit: Raphaël, tu as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu as rencontré l'être et qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre ce que tu représentes et ce que tu es. En même temps, c'est dur ce qu'il vous dit, parce que le sport, c'est parmi les exigences ultimes pour la tête, pour le corps, etc. Donc vous n'étiez pas que dans le paraître non plus. Mais je pense que depuis tout petit, tous et toutes, qu'on soit chef d'entreprise, étudiant, adolescent, en fait, on se forme ce qu'on appelle la persona. C'est le masque social, en fait. C'est pour faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir à nos professeurs, pour faire plaisir à la société. Qu'est-ce que la société attend de nous en tant que jeunes, en tant qu'hommes, en tant que femmes? Donc on nous définit comme ça. Moi, j'étais une caricature d'homme moderne. C'est pour ça que je mets en avant les calendriers, cette espèce de perfection masculine. Mais en fait, les photos étaient retouchées. Mais on joue ces rôles-là, en fait. C'est le côté sauveur un peu dionysiaque, mythologique, en fait, du héros avec le logo sur le cœur, jouer devant 10 000 personnes. Mais quand tout s'arrête, qui suis-je? Et cette réponse, cette question existentielle, en fait, qu'on se pose tous selon l'âge que l'on a, quand on part à la retraite, quand on a fait un burn-out, quand on est étudiant, c'est qui suis-je profondément, au-delà de ce que les gens peuvent penser de nous. Et donc, quand j'arrête ma carrière, le 30 juin 2008, je me plonge dans la mythologie, la psychologie et la philosophie pendant 5 ans. Je vais vous résumer vraiment en 1 minute ce que j'ai fait vivre à cette jeune femme que j'ai rencontrée 15 jours après ma carrière. Quand l'enfer est partagé, c'est souvent l'autre qui trinque.
Donc moi, je m'étais formé une carapace de mec super gaillard pendant 27 ans. Je vais me former une carapace de mec super intelligent, en apparence. Et je vais lui imposer ma réalité. Et je vais travailler au Resto du Cœur, alors je peux être bénéficiaire. Je vais être au RSA pendant 3 ans. Et je déstructure un peu le monde moderne qu'on m'a vendu à travers les livres, mais je théorise. Et je deviens con et dogmatique, mais je ne me rends pas compte. Et le 18 septembre 2013, cette jeune femme me plaque. Et là, je tombe en dépression. Je finis à l'hôpital psychiatrique le 28 décembre 2013. Mais je ne vais toujours pas me voir, enfin, je vais toujours pas me regarder en fait. Je continue, je reconquiers cette jeune femme. Notre premier enfant arrive en 2016, le deuxième arrive en 2019. Et vous allez voir où je vais en venir. Et en fait, le 24 novembre 2020, Christophe Dominici se suicide. Et pour moi, Christophe, en fait, c'est tout ce que l'on est, tous et toutes, en fait. C'est que oui, il avait des souffrances, mais c'était un mec profondément entier. Et quand un sportif ou quand une sportive franchit la ligne blanche, on a tendance à le caricaturer, à le montrer du doigt, à dire que Christophe Dominici était fou, ah ben s'il a pris de la cocaïne, c'est que, pas lui, mais un autre sportif ou une autre sportive, mais qui se penche sur la santé mentale, qui se penche sur la construction de l'être humain. Donc au lendemain en fait, de son décès, j'ai appelé son papa, Jeannot, et j'ai dit je vais créer une association qui s'appelle Néo Héros, qui va faire de la prévention santé mentale dans le monde du sport, de l'entreprise, chez les adolescents, chez les étudiants, pour parler vrai, authentique, d'histoire en fait, voilà, que l'on vit tous et toutes, parce que dans la forme, on a peut-être tous des histoires différentes, mais dans le fond, voilà, on fait tous un petit peu le même voyage, c'est les rencontres que l'on fait, c'est le côté mythologique de notre voyage. Et je crée cette association, aujourd'hui on a 17 ambassadrices et ambassadeurs, j'y reviendrai un peu après. Et puis à un moment, en fait, j'ai une amnésie traumatique qui me pète à la tronche en 2021, et je n'entrerai pas dans les détails, mais je me suis dit, en fait, tu veux sauver le monde, mais tu n'es pas capable de te sauver toi-même. Et donc c'est là en fait où moi je tiens à ma réussite humaine que j'ai découvert en 2008 sur l'être et le paraître, sur l'équilibre entre ce que l'on représente et ce que l'on est. C'est déjà de me sentir bien avec moi-même, pour être bien avec ma femme, pour être bien avec mes enfants, pour être bien dans la fondation, dans l'association que j'ai créée. Donc j'ai juste levé le doigt et j'ai accepté ma vulnérabilité et j'ai dit j'ai besoin d'aide. Et je suis devenu un héros en fait à ce moment-là. Je me suis humanisé parce que j'ai dit en fait je ne peux pas m'en sortir tout seul. Nous, les hommes, on a ce côté hyper sauveur où on conquiert le monde extérieur. On ne nous apprend pas à nous conquérir à l'intérieur. Et je suis devenu un héros à ce moment-là pour ma femme, pour mes enfants. Donc je suis un peu moins connard avec ma femme qui est, peut-être un peu moins que demain. Et puis je suis heureux du métier que je fais aujourd'hui parce que de ce moment-là où j'ai accepté ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui aujourd'hui, voilà, j'ai Lorraine Lévesque aujourd'hui qui est la DG de cette association. Je travaille avec des gens extraordinaires et on inspire les gens à prendre soin de leur vulnérabilité, accepter leur vulnérabilité, prendre soin de leur santé mentale, que vous soyez adolescents, étudiants, chefs d'entreprise. Je pense qu'à un moment, ce n'est pas à vos femmes ou à vos mecs de prendre, ce n'est pas à vos parents de prendre, ce n'est pas à vos enfants de prendre. Il y a un moment de prendre de la hauteur sur vos vies, c'est juste de vous dire, en fait, j'ai besoin d'aide. Il y a des gens compétents aujourd'hui autour de vous qui peuvent vous accompagner dans vos vies d'hommes et de femmes, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez retraité. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans. La veille de son départ, ma mère, je lui avais promis en 2017 que je monterais sur scène. Je sors du Festival d'Avignon et je suis monté sur scène cet été. Et donc, symboliquement, j'ai rendu hommage à ma mère, j'ai demandé ma femme en mariage et je suis allé au bout de ce projet. Je n'avais pas joué une finale du club. Moi, ma réussite, elle était là. Me dire que quand je suis monté sur scène à la fin de mon spectacle, moi, je me spoil un peu, c'est qu'aujourd'hui, je suis équilibré entre ce que je représente et ce que je suis. Et je considère que je suis quelqu'un de bien parmi des gens bien. Je ne peux pas juger l'autre dans sa différence parce que j'ai vu la complexité de me connaître moi-même. Qui suis-je pour juger l'autre? Et quand on en arrive là, ça s'appelle la responsabilité, ça s'appelle la citoyenneté, ça veut dire on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Mais ça passe par un voyage déjà intérieur que l'on peut tous faire, tous et toutes, en fait, pour se sentir bien déjà. Donc ma réussite, elle est là, en fait. Elle est là aujourd'hui, au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cette... à cette question qui vous est posée, Raphaël Poulain? Une question qui vous est posée, doit-on avoir peur de l'échec? Alors je pense que la réponse est probablement non, mais comment vous pourriez nous dire comment affronter finalement cette peur de l'échec à laquelle on peut tous et toutes être confrontés à un moment, et surtout quand l'échec arrive, ou en tout cas ce que nous ressentons nous à un moment comme un échec, comment ne pas se décourager après? L'échec fait partie de la vie, l'échec amène à la vulnérabilité, un petit peu de remise en question, prendre un peu de hauteur sur ce que l'on est, et ça fait partie de la vie. Moi, ce que j'ai vu à travers ce que j'ai... Quand on parle de fameux mental de guerrier, il n'y a rien de pire que d'entendre ça, parce que nous, on est en rupture de première à 8000 tours minute, voilà, persuadés d'être des guerriers, en fait. Mais être un guerrier, être une guerrière aussi, c'est faire, voilà, c'est d'affronter l'échec, cette remise en question,
avec des gens compétents, bien sûr, autour de nous, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la famille, les amis ou le travail qui vont nous aider. Des gens compétents qui nous permettent de comprendre l'échec et d'évoluer et d'avancer. Et en fait, la vie est faite de petites morts et de renaissances. L'enfance, l'adolescence, sortir de l'adolescence et rentrer en mode adulte, ben, ça demande à perdre une partie de soi-même pour se révéler et pour ensuite... mais il faut accepter l'échec de la toute-puissance adolescente où on a envie de conquérir le monde, et puis la puissance adulte, d'être empathique, responsable, et puis de connaître ses forces et ses limites. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant. Donc l'échec, on l'a tous et toutes, hein, dans nos vies personnelles, dans nos vies amoureuses, en amitié, aussi dans le travail. On connaît l'échec. Mais après l'échec, une fois de plus, après la mort, il y a la renaissance. Après l'échec, il y a toujours une forme de renaissance. Donc entourez-vous des gens qui vous inspirent, des gens qui sont positifs aussi, mais qui ne vous font pas vivre dans un espèce de fantasme qu'on peut vivre. Je m'adresse aux jeunes aujourd'hui, un fantasme d'une réussite à travers certains influenceurs et influenceuses qui vous disent que la réussite humaine, c'est l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance. La réussite humaine, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre dans sa différence. Ça s'appelle l'amour filet. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est l'échec, la remise en question et renaître à chaque fois. Je m'arrête là. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je voulais faire rebondir Geoffroy Audic là-dessus, parce que je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la dernière partie. Vous êtes président de la Fondation Résilience. Alors vous avez été militaire, blessé. Vous avez eu une phase, vous allez en parler mieux que moi, mais extrêmement compliquée dans votre vie. Quel a été votre parcours, Geoffroy ? Oui, alors je vais compléter par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, je vous remercie de pouvoir m'accorder ce temps de parole, parce que vous allez voir qu'il va faire écho à beaucoup de choses, et pas que pour les pro-militaires. Je rajouterai par rapport à ce qui a été dit que suite à l'expérience, on en développe une forme de sagesse. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais on est capable d'accepter beaucoup plus de choses. En tout cas, ce que je voudrais, je vais me présenter globalement. Je me suis engagé à 17 ans et demi pour être militaire. Auparavant, j'étais judoka de haut niveau. Et puis j'ai un papa qui était légionnaire, donc forcément il m'a transmis certaines choses. Et je voulais absolument devenir militaire. Je suis devenu chasseur alpin, donc j'ai quitté le nord de la France sans savoir skier, et je me suis retrouvé à Bourg-Saint-Maurice au mois de février. Donc petite parenthèse pour notre camarade alpiniste. Et je suis devenu un passionné de montagne. J'ai été formé d'ailleurs à Chamonix, où j'ai pu côtoyer à peu près les mêmes sommets que notre camarade ici. Ensuite, j'étais en compagnie de combat, donc forcément je me suis retrouvé dans un milieu où je côtoyais très peu de communautés dans le nord de la France, sur la côte d'Opale, au Touquet, si vous connaissez. Et lorsque je suis arrivé à l'armée, je me suis retrouvé à dormir en chambre avec des gars qui venaient de toutes les communautés, toutes les religions, de tout milieu, des riches, des pauvres, des jeunes qui venaient de l'aide sociale à l'enfance, des gens favorisés ou pas. Et là, j'ai découvert un modèle d'inclusion exceptionnel. Ça déjà, c'est le premier enseignement, c'est qu'en fait, au-delà de nos apparences, il faut dépasser tout ça et laisser l'humain au centre des choses. Ensuite, je suis parti en opération extérieure. Donc, je suis parti, j'avais 18 ans et demi où j'étais déjà en Côte d'Ivoire en zone rebelle pour remplir des missions un peu sensibles. Ensuite, je suis parti au Darfour, au Tchad, pour protéger les camps de réfugiés. Ensuite, je suis parti en Centrafrique pour éviter que des gens s'entretuent dans les ethnies. Et ensuite, je suis parti en Afghanistan, puis au Mali, mais je vais surtout revenir sur l'Afghanistan. Donc, je suis parti en Afghanistan, j'étais devenu chef de groupe. Donc, j'ai vu arriver des petits civils au sein des armées que j'ai formés de A à Z, qui sont devenus plus que mes frères, comme des fils, parce que je leur ai tout appris. Et en Afghanistan, c'était en 2011, 19 février 2011, après 4 mois de mission où je me prenais pour un guerrier, parce que je faisais des missions, on n'avait pas de blessés, tout se passait bien, là on était des surhommes. J'ai eu une embuscade en pleine nuit, j'ai pris 2 roquettes, une a traversé mon véhicule entièrement, et je me suis retrouvé isolé avec mon groupe, tout seul, en tant que chef de groupe, mes soldats, pendant 8 heures, avec la compagnie qui avait reculé pour éviter la surembuscade. Dans mon véhicule, j'avais un soldat qui s'est pris le dard de la roquette, donc c'est du métal en fusion, qui a brûlé devant moi, et un second qui a une jambe arrachée. Tout ça pour vous dire que, en fait, de ce type d'expérience, il n'y a pas de guerrier, il n'y a pas de surhomme, et qu'on n'en ressort pas indemne. Suite à ça, j'ai été rapatrié en France, tout simplement parce qu'en rentrant de mission, je voulais me venger, j'étais plus lucide, et qu'un de mes chefs a voulu retirer mon arme, et du coup, je lui ai tapé dessus, bref, ça, c'est pas la bonne chose. Et après, j'ai passé 6 mois en service psychiatrique. Avoir tout perdu, plus un divorce, plus je me cachais pour sortir quand j'avais des droits de sortie pour aller boire une bonne bouteille de Sky, tout seul, ou à plusieurs avec d'autres camarades blessés. Et en fait, j'ai perdu pied. C'est-à-dire que j'avais plus d'émotions
que j'ai aujourd'hui, à savoir l'envie de me lever le matin, me sentir utile et du sens, en fait. Et en fin de compte, cette expérience, eh bien, je m'en suis sorti en étant bien accompagné. Et c'est là toute la clé de la réussite, quand on parle de santé mentale, et je vais y revenir après, c'est qu'en fait, tout dépend de l'accompagnement que vous allez avoir avec des gens qui vont vous tirer vers le haut et pas vous tirer vers le bas au moment où vous êtes le plus fragile. J'ai monté une première association où j'organisais des défis sportifs dont je participais pour générer de l'adrénaline, pour ressentir vivant. Donc j'ai fait le Cotopaxi à 6000 mètres d'ascension en altitude, en Équateur. J'ai traversé le lac Léman à la nage, 75 km, 32 heures de nage, alors que je ne savais pas très bien nager, hein, très clairement. Je m'entraînais dans ma petite piscine pendant les vacances. Mais en fait, tout ça, c'était pour me générer de l'adrénaline et me sentir vivant, et enfin ressentir des émotions. Et au travers de ces défis, en fait, eh ben, je me suis ressenti de nouveau humain. Humain dans la souffrance, dans la douleur, mais surtout dans la cohésion. Et suite à ça, j'ai quitté l'armée il y a 3 ans, où je ne trouvais plus trop de sens dans ma vie. Je ne pouvais plus partir en mission extérieure, à l'étranger. Et donc j'ai monté la Fondation Résilience. J'ai convaincu au sein du MEDEF des partenaires, notamment dans le cadre d'un parcours accompagné par le MEDEF qui s'appelle le parcours Défense Entrepreneur. En fait, c'est l'entrepreneur des armées. Et j'étais le seul blessé. Et j'ai monté un projet d'entrepreneur social qui vise à accompagner des blessés comme moi, stabilisés, consolidés, mais sur un parcours de formation dans le métier du sport. Ça, c'est la première épreuve, c'était de monter cette structure. La deuxième, c'était de pouvoir en même temps faire une formation dans le métier du sport, donc éducateur sportif, comme tous ceux que vous côtoyez au sein des écoles et autres, et surtout me rendre utile et continuer de servir mon pays. Au travers de qui? La jeunesse. Mais pas la jeunesse que vous voyez, pas la jeunesse qu'on voit sur les photos. Les jeunes, en fait, qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles. Il y a 2 types de jeunes. On travaille pour des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, donc des structures qui accompagnent des jeunes des pôles enfance, des départements, pour des jeunes qui ont eu des grandes souffrances, maltraitances et autres, et on leur propose des stages de remobilisation pour les tirer vers le haut, leur dire écoute, je vaux ce que je veux, et tu vois mon parcours, eh bien, je vais t'aider à t'en sortir, et pour cette fois-ci, tu ne seras pas en échec. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on a de plus en plus de demandes pour le ministère de la Justice, pour des jeunes qui parfois sont dans une forme d'ultra-violence, qui parfois ne peuvent même pas être intégrés au sein d'un collectif, parce que très toxique pour les autres, très nocif, voire, on va se le dire, radicalisé. Et donc, sur ces stages-là, notre seul outil qu'on a trouvé le plus efficace, c'est la bienveillance, apprendre à se connaître, tirer vers les jeunes en valorisant tout ce qui est positif et ne pas s'attacher à ce qui est négatif. Et l'environnement, c'est simple, c'est la montagne, c'est la pleine nature. C'est un outil formidable. Formidable pour ces jeunes qui sont en détresse, parce qu'avant d'être violent, il est surtout un être humain, et il n'est pas violent pour rien, il naît comme vous et moi, à la base, de la même manière. Et en fait, grâce à cette expérience que j'ai développée depuis 3 ans, l'an dernier, on a quand même accompagné plus de 1400 jeunes partout en France, avec d'autres camarades blessés comme moi, en l'occurrence une vingtaine. Eh bien, on a réussi à pouvoir trouver les moyens d'accompagner une jeunesse en souffrance. Si on parle de santé mentale, je voudrais juste vous donner un chiffre qui va vous laisser comprendre l'enjeu d'aujourd'hui et l'enjeu de demain même au niveau des entreprises du MEDEF. Et pas que, mais en tout cas au niveau des entreprises. Parce que ces jeunes, en souffrance ou non, c'est les futurs collaborateurs de demain. Et le sujet de la santé mentale, qui est quand même l'enjeu numéro 1 cette année pour notre pays, tout le monde en parle, mais personne n'apporte de solution. Alors que je peux vous assurer que des stages de remobilisation via le sport, le rugby, nous on l'intègre sur nos stages, parce que c'est formidable en termes de valeur de cohésion. Eh bien en fait, il existe des solutions. Ça coûte de l'argent, mais il y a des solutions. Et donc la santé mentale, c'est un enjeu premier. Je vous donne le chiffre. Nous, on a intégré ce qu'on appelle la commission armée jeunesse. C'est une commission qui fait des actions avec la jeunesse. Et on a accès à des chiffres, dont celui du SNU. Qui parmi vous a participé au SNU en 2024? Personne? En 2023? Pas cette année? Avant. Bon, je vous donne juste un chiffre. À l'issue du SNU, il y a une petite étude sociétale avec des questions. On va rappeler ce que c'est le SNU. Pardon, Service national universel. Donc des jeunes globalement pas trop en difficulté, comme mes enfants pourraient être, et j'aurais volontairement envoyé mes enfants dans le service national universel.
Sur l'année 2024, on compte environ 150 000 jeunes qui sont passés au SNU. Et il y avait une question dans certains centres qui était d'un point de vue sociétal, avec combien d'heures de sport vous faites, etc., etc. Et il y avait une question qui était, avez-vous déjà eu une pensée suicidaire? 78% des jeunes ont répondu oui. Alors je ne sais pas pour vous, on peut parler d'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, hein, mais très clairement demain, il faut qu'on apprenne aux personnes à se mobiliser en collectif. Lorsqu'on est en moment de doute, à s'appuyer sur le groupe. Et les enjeux de cohésion, de remobilisation et de résilience, je vous le dis, c'est l'enjeu de demain. Donc moi, personnellement, je sers encore mieux mon pays aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je me bats pour sensibiliser là-dessus, non pas pour faire peur, mais en disant il existe des solutions. C'est juste une question de moyens et de courage. Je vous remercie. Est-ce que, parce qu'on en parle beaucoup ces dernières années, on en parle ici, vous allez en entendre parler, est-ce que tous les jeunes gens qui sont dans l'assistante sont familiers de la notion de résilience? Tout le monde sait précisément ce que c'est? Oui? Vous voulez que je vous réponde? La résilience, c'est la capacité à surmonter un traumatisme ou une grande difficulté en étant bien entouré et en sublimant sa blessure. Je prends un exemple concret, vous allez voir qui va vous parler. Quand on perd un enfant, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Quand on vous dit que sur un traumatisme d'avoir perdu un enfant, on peut guérir, c'est faux. On n'oubliera jamais d'avoir perdu un enfant. Et vous remarquerez que les parents qui ont eu un enfant qui a eu le cancer, qui a malheureusement perdu la vie, bien souvent montent une association pour aider des enfants qui ont eu le cancer. Ça pourquoi? Parce que bien accompagné par des psychologues, psychiatres et autres, et pour transformer sa souffrance en force, eh bien, il faut la rendre positive et mieux vivre avec une blessure de vie. Et donc c'est ça la résilience, c'est comment de son traumatisme, en étant bien accompagné, on peut la mettre au service des autres. Mathis Dumas, je pensais par rapport à ce qu'a dit Geoffroy Audic à l'instant, enfin, tout à l'heure, vous avez déjà eu des expériences comme ça avec des jeunes, des enfants, des adolescents en situation de traumatisme, de difficultés familiales, psychiatriques, etc., que vous avez emmené Oui, complètement. Moi, je travaille avec pas mal d'associations qui emmènent justement des jeunes issus de milieux défavorisés, tout type de problèmes. Et c'est comme il disait, franchement, la montagne, les sports, c'est l'endroit idéal pour faire passer des valeurs, pour aller au-delà de ses peurs, pour reprendre confiance en soi. Là, il y a vraiment la question du dépassement de soi en montagne. Ouais, vraiment. Et surtout, la montagne, comparée à tous les autres sports, enfin en tout cas l'alpinisme, ce que je dis souvent et qui est assez vrai, c'est que au final, quand tu es en montagne, il n'y a personne qui va venir te chercher. Tu n'es pas là en train de courir au bord d'un stade, tu n'es pas au bord de la route, en train de faire du vélo, quoi. Tu t'arrêtes, tu en as marre, tu t'arrêtes, on vient te chercher, c'est fini. En montagne, il n'y a personne qui va venir te chercher. Donc que tu aies soif, que tu aies faim, que tu sois fatigué, que tu en aies marre, mec, il faut continuer à marcher, quoi. T'es pas rentré. Donc mentalement, c'est hyper fort parce que t'as pas le choix, quoi. C'est un combat contre toi-même. Et moi, j'ai fait beaucoup de stages. Alors des fois, c'est à l'échelle d'une séance de 2 heures. Des fois, c'est à l'échelle d'une journée, d'une semaine ou d'une année, comme on a fait avec Inox Tag. Et des objectifs qui paraissent impossibles sur ces échéances-là, ne serait-ce que un sommet à la fin d'une semaine pour quelqu'un qui n'a jamais fait de montagne. Et étape par étape, on arrive à reconstruire, à donner du sens, à se dépasser pour finalement réussir ou non le sommet. Mais c'est des choses qui sont des valeurs qui sont hyper fortes et c'est des moments, en tout cas moi, que j'apprécie dans mon métier. C'est exceptionnel. En cuisine aussi, Paul Marcon, il y a des jeunes gens, souvent même très, très jeunes. Ça fait partie des métiers où on prend en apprentissage des très jeunes profils. Chacun arrive dans la cuisine avec ses difficultés, avec son passé, son passif. On a effectivement des profils très différents, que ce soit dans les jeunes ou dans les moins jeunes, même dans les employés. Nous, on a toujours beaucoup d'apprentis et de stagiaires aussi. Il faut s'adapter finalement à chacun, effectivement, au sein d'une cuisine, comme dans l'armée. Il y a des profils très différents. Il y a des jeunes qui sont de familles plus aisées, qui choisissent vraiment ce métier. Comme il peut y avoir des jeunes qui peut-être l'ont pas choisi. Pendant aujourd'hui, la cuisine, les émissions, tout ça a quand même une certaine notoriété. Ça n'a pas toujours été le cas. Rien que l'exemple de mon frère qui a 17 ans de plus que moi,
Quand lui s'est lancé dans la cuisine à l'époque, c'était encore une voie de garage. Donc voilà, il y a vraiment tout type de profil dans nos métiers. Et je pense que la force aussi de la cuisine, c'est, on en parlait tout à l'heure juste avant de monter sur scène, c'est ce cadre, cette rigueur qui est certes exigeante, qui fait partie du métier, mais qui aussi rassure, donne une certaine stabilité. Et après, c'est à nous, aujourd'hui, moi je le vois par rapport à des endroits où j'ai pu travailler, et à ce qu'était la cuisine et le management en cuisine pendant des années, 20 ans, 30 ans en arrière, qui a souvent été critiqué, et à raison d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de changer de ça, et moi je fais très attention à ça. On est beaucoup plus dans la proximité avec les équipes, dans l'accompagnement, dans rassurer les jeunes qu'on a, et essayer de tirer vraiment les meilleures qualités de chacun, et de pallier ou de faire progresser sur les points qui sont un peu plus négatifs. Rassurer les jeunes. Allez, le mot de la fin, c'est pour vous, Raphaël Poulain. Rassurer les jeunes, Paul Marcon. Des jeunes, il y en a à perte de vue dans cette salle. Rassurer les jeunes. Je m'adresse aux philosophes, Raphaël Poulain. D'accord. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés ? Et c'est ça ? Je pense pas, en fait. Voilà, vous êtes sur votre chemin. Non. Vous avez des... Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré ? Oui. Ah, ok, ouais. C'est je parle à votre place, désolé. Alors, c'est peut-être le jeune en moi qui parle encore, mais vous rassurez, en fait, la vie est belle. Voilà, déjà, dites-vous que la vie est belle. Alors, c'est très anxiogène. Moi, je conclue souvent mes conférences en disant posez vos GSM et regardez par la fenêtre, la vie est belle. Les GSM, c'est des téléphones. En fait, c'est posez votre mental. Posez. En fait, quand vous n'êtes pas justement gangréné par toutes ces pensées, en fait, qui peuvent vous amener justement à être en mauvaise santé mentale, juste de regarder par la fenêtre sans être pris par voilà, les rôles que vous devez jouer, par le message d'un pote ou d'une nana sur Instagram ou quoi, juste de poser, de regarder par la fenêtre en fait. Quand vous enlevez ce filtre qu'on appelle le mental, je vous assure, là, maintenant, tout de suite, la vie est belle. Donc rassurez-vous, voilà, si nous on peut vous apporter ça dans nos parcours justement de résilience, c'est que vous êtes sur votre chemin, entourez-vous de belles personnes, de bonnes personnes qui vous inspirent. Pas obligatoirement pour ressembler à une espèce d'Apollon pour nous les hommes et à la plus belle nana pour vous mesdames, mesdemoiselles, pardon, on a pu redire mesdemoiselles. Mais voilà, juste de vous rassurer, vous regardez le matin dans la glace et vous dire je suis quelqu'un de bien. Parce que vous l'êtes véritablement. Voilà, je vous renvoie ça, c'est le mot de la fin peut-être. Moi j'ai trouvé ma place, ici, aujourd'hui, en voyant des sourires. Connectez-vous aussi à des émotions positives. Voilà, faites l'amour, voilà, ça c'est génial aussi. Parlez d'amour. Pas la guerre, va vous dire. Non, mais si vous voulez ce côté philosophique, oui, parce que être en amour aujourd'hui, c'est une responsabilité. C'est l'amour de soi et l'amour de l'autre. Dans sa différence, ça s'appelle l'amour filet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci.